Si tu as déjà ressenti cette frustration profonde de ne pas être entendu, même quand tes idées sont brillantes, même quand tu sais que ce que tu dis a de la valeur, si tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un d'autre reformule exactement ta pensée, et soudain, tout le monde écoute, tout le monde acquiesce, alors ce que Carl Jung et les stoïciens ont découvert sur le pouvoir de la voix va complètement transformer non seulement ta façon de communiquer, mais ta capacité à influencer, à persuader et à laisser une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui t'écoutent. Et ça commence par quelque chose que Marc Aurèle pratiquait chaque matin dans le silence de son palais. Quelque chose que Jung a identifié comme l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'inconscient collectif et que les neurosciences modernes viennent de valider avec une précision troublante. Il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas de techniques superficielles de communication, il s'agit de comprendre comment ta voix est le pont direct entre ton inconscient le plus profond et l'inconscient de celui qui t'écoute. Comment elle porte en elle des fréquences émotionnelles que le cerveau décode instantanément, bien avant que les mots eux-mêmes ne soient compris. Si cette idée résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais partager va te donner les outils exacts, non seulement pour comprendre ce mécanisme, mais pour le maîtriser consciemment et l'utiliser avec l'intégrité d'un stoïcien et la profondeur psychologique d'un véritable connaisseur de l'âme humaine. Voici la vérité que personne ne te dit sur la persuasion. La persuasion authentique ne commence jamais par ce que tu dis, elle commence par qui tu es au moment où tu parles. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait la persona, ce masque social que nous portons tous, et il a découvert quelque chose de fascinant. Quand ta voix est en alignement avec ton self authentique, quand il n'y a pas de dissonance entre ce que tu ressens profondément et ce que tu exprimes vocalement, quelque chose de magique se produit dans le cerveau de ton interlocuteur. Les neurosciences confirment maintenant ce que Jung intuitait. Antonio Damasio, dans ses recherches sur les marqueurs somatiques, a démontré que notre cerveau détecte les micro-incohérences émotionnelles en quelques millisecondes. Quand tu parles, ton amygdale envoie des signaux à ton cortex préfrontal, mais elle envoie simultanément des informations à ton larynx, à ta respiration, à ton système nerveux autonome. Ta voix porte littéralement la signature de ton état émotionnel réel. Et l'amygdale de ton interlocuteur décode cette signature avant même que son cortex ne traite le sens de tes mots. Voici où ça devient vraiment puissant pour toi. Épictète enseignait dans son manuel que nous ne contrôlons jamais les événements extérieurs, mais nous contrôlons toujours nos représentations intérieures, nos jugements, notre relation à ce qui arrive. Et c'est exactement là que réside le secret de la voix persuasive. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même qu'avant de parler dans l'arène politique romaine, il prenait toujours un moment pour revenir à ce qu'il appelait son centre intérieur, ce point de calme où règne le logos, cette raison universelle qui traverse toute chose. Ce n'était pas une technique rhétorique, c'était une discipline psychologique profonde. Quand tu parles depuis ce centre, depuis cet alignement intérieur, ta voix change physiquement. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a démontré que ton nerf vague, ce grand régulateur de ton système nerveux, est directement connecté aux muscles de ton larynx, de ton pharynx, de ton visage. Quand tu es dans un état de sécurité intérieure, ce que les stoïciens appelaient apathéia, non pas l'absence d'émotion, mais l'absence de perturbations émotionnelles destructrices, ton nerf vague active ce que Porges appelle le système d'engagement social. Ta voix devient naturellement plus mélodieuse, plus variée en tonalité, plus chaleureuse. Et le cerveau de ton interlocuteur, via ses propres neurones miroirs, détecte instantanément cet état et s'y synchronise. Mais attends, parce que ce que je vais te révéler maintenant change absolument tout ce que tu crois savoir sur la persuasion. Jung a découvert dans ses études sur l'inconscient collectif quelque chose qu'il a appelé les archétypes.
Ce sont des structures psychiques universelles, des patterns d'énergie psychique qui existent dans l'inconscient de tous les êtres humains, indépendamment de la culture ou de l'époque. Et ta voix, quand elle est utilisée consciemment, peut activer ces archétypes chez ton interlocuteur. Pense aux sages, aux héros, aux créateurs, aux souverains. Quand Marc Aurèle parlait devant le Sénat, sa voix ne portait pas seulement des mots. Elle activait l'archétype du souverain sage, celui qui détient l'autorité non par la force, mais par la sagesse intégrée. Les stoïciens comprenaient intuitivement ce mécanisme. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius que la vraie éloquence n'est pas celle qui impressionne par des artifices, mais celle qui émane naturellement d'une âme ordonnée, d'un esprit qui a fait le travail profond de l'alignement avec la vertu. Et qu'est-ce que Jung appelle le processus d'individuation, sinon exactement cela? Ce long chemin vers l'intégration de toutes les parties de soi, y compris l'ombre, ces aspects que nous refoulons, que nous n'aimons pas reconnaître en nous. Écris en commentaire le mot « voice » si tu as déjà ressenti ce pouvoir étrange de certaines voix qui te captivent instantanément, même si tu ne sais pas exactement pourquoi. Je veux savoir combien d'entre vous ont déjà expérimenté cela. Voici ce qui se passe au niveau neurologique quand quelqu'un parle depuis cet état d'intégration psychologique. Daniel Siegel, psychiatre et neuroscientifique, a développé le concept d'intégration cérébrale. Quand ton cerveau est intégré, quand ton hémisphère gauche analytique et ton hémisphère droit émotionnel travaillent en harmonie, quand ton système limbique et ton cortex préfrontal sont en communication fluide, cette cohérence interne se reflète directement dans ta voix. Les variations de ton, le rythme, les pauses, la prosodie, tout cela devient naturellement plus riche, plus nuancé. Et le cerveau de ton interlocuteur reconnaît cette signature de cohérence. Matthew Lieberman, dans ses recherches sur le cerveau social, a montré que nous possédons des circuits neuronaux spécifiquement dédiés à détecter l'authenticité ou l'incongruence chez les autres. Ces circuits s'activent en quelques centaines de millisecondes, bien avant tout jugement conscient. Les stoïciens avaient un exercice que peu de gens connaissent vraiment et qui est d'une puissance redoutable pour développer cette voix persuasive authentique. Ils appelaient cela la premeditatio malorum, la préméditation des mots. Mais ce n'était pas du pessimisme, c'était une forme sophistiquée de préparation psychologique. Marc Aurèle, avant toute situation importante, prenait le temps de visualiser tous les scénarios possibles, toutes les réactions potentielles, tous les obstacles. Et surtout, il se préparait émotionnellement à chacun de ces scénarios en pratiquant ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation profonde de ce qui pourrait arriver. Pourquoi est-ce crucial pour ta voix? Parce que quand tu as fait ce travail de préparation psychologique, quand tu as déjà accueilli mentalement et émotionnellement toutes les possibilités, y compris le rejet, l'incompréhension, la critique, alors au moment où tu parles, il n'y a plus cette tension sous-jacente, cette peur inconsciente du jugement qui contracte ton larynx, qui accélère ta respiration, qui rend ta voix moins stable. Ta voix devient l'expression d'une liberté intérieure, et cette liberté est magnétique. Et c'est là que Sénèque a découvert quelque chose de fascinant sur ce qu'il appelait la constantia, cette constance d'âme. Dans son traité sur la constance du sage, il explique que le sage stoïcien n'est pas celui qui ne ressent jamais d'émotions fortes, mais celui qui maintient sa direction intérieure indépendamment des tempêtes émotionnelles. Et cette constance se manifeste physiquement dans la voix. Quand tu es ancré dans tes principes, dans ce que les stoïciens appelaient les vertus cardinales, la sagesse pratique, le courage, la justice, la tempérance, ta voix acquiert une qualité particulière que Jung identifierait plus tard comme la voix du self intégré. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la rigidité, c'est une flexibilité enracinée. Ta voix peut s'adapter à différentes situations, différents interlocuteurs, mais elle ne perd jamais cette note fondamentale d'authenticité. Richard Davidson, neuroscientifique spécialisé dans les émotions et la neuroplasticité, a découvert quelque chose de remarquable.
Les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation de pleine conscience, qui n'est finalement qu'une forme moderne de l'attention stoïcienne, développent une plus grande activation dans leur cortex préfrontal gauche, associée aux émotions positives et à l'approche plutôt qu'à l'évitement. Et cette activation se traduit par une voix naturellement plus engageante, plus ouverte, plus invitante. Laisse-moi te montrer comment cela transforme concrètement ta communication au quotidien. Imagine que tu es dans une réunion importante et que tu dois présenter une idée qui te tient à cœur. La plupart des gens, à ce moment-là, sont dans ce que Stephen Porges appelle l'état de mobilisation défensive. Leur système nerveux sympathique est activé, leur rythme cardiaque s'accélère, leur respiration devient superficielle et leur voix trahit cette activation. Elle devient soit trop rapide, soit trop monotone, parce qu'ils essaient de la contrôler rigidement. Mais si tu as pratiqué la discipline stoïcienne, si tu as fait le travail jungien d'intégration de ton ombre, tu arrives dans cette réunion dans un état complètement différent. Tu as déjà accepté tous les scénarios possibles. Tu n'as rien à prouver parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, comme Épictète l'enseignait. Tu es libre. Et cette liberté intérieure se manifeste dans ta voix. Elle est posée, elle a de la présence, elle peut varier naturellement parce qu'elle n'est pas contrainte par la peur. Et quelque chose de magique se produit. Les gens t'écoutent différemment. Pas parce que tu as utilisé des techniques de manipulation, mais parce que ton état intérieur a créé un champ de résonance qui active leur propre désir d'écouter authentiquement. Voici où Jung apporte une compréhension encore plus profonde. Il parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité de la psyché à tenir simultanément des opposés en tension créative. Et c'est exactement ce que fait une voix véritablement persuasive. Elle peut être à la fois ferme et flexible, à la fois confiante et humble, à la fois directe et nuancée. Cette capacité à tenir les paradoxes est ce que les stoïciens pratiquaient constamment. Marc Aurèle écrivait qu'il devait être à la fois solide comme un roc face aux vagues et flexible comme l'eau qui s'adapte à tous les récipients. Ta voix, quand elle émane de cette intégration des opposés, devient irrésistible parce qu'elle ne déclenche pas les mécanismes de défense habituels. Elle n'est ni trop agressive ni trop soumise. Elle occupe cet espace psychologique que Carl Rogers, le psychologue humaniste, appelait la congruence, cet alignement parfait entre l'expérience intérieure, la conscience de cette expérience et l'expression de cette conscience. Active les notifications si tu veux recevoir chaque semaine les enseignements qui transforment vraiment ta compréhension de la psychologie de la communication. Maintenant, parlons de quelque chose que Jung considérait comme absolument crucial et que la plupart des gens ignorent complètement. Il appelait cela la participation mystique, cette fusion inconsciente qui se produit entre les psychés quand nous communiquons vraiment. Ce n'est pas de la métaphysique floue, c'est un phénomène psychologique mesurable. Giacomo Rizzolatti, le neuroscientifique italien qui a découvert les neurones miroirs, a démontré que quand nous écoutons quelqu'un parler, notre cerveau active les mêmes zones que si nous étions nous-mêmes en train de parler. Nous ne faisons pas qu'entendre passivement, nous simulons intérieurement l'expérience de l'autre. Et devine quoi ? Cette simulation est d'autant plus forte que la voix de l'autre est congruente, authentique, intégrée. Quand tu parles depuis ton self jungien, depuis cet espace d'intégration psychologique, tu ne transmets pas seulement des informations, tu crées une expérience partagée au niveau neurologique. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de ce phénomène sans en connaître les mécanismes cérébraux. Ils parlaient du logos, cette raison universelle qui traverse tous les êtres humains. Quand tu parles depuis ton propre logos intérieur, tu touches le logos de ton interlocuteur, et c'est cette résonance qui crée la véritable persuasion. Sénèque avait une pratique remarquable qu'il décrit dans ses lettres. Avant toute conversation importante, il prenait quelques instants pour ce qu'il appelait se retirer dans sa citadelle intérieure. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour à l'essentiel, à ses valeurs fondamentales, à sa compréhension de ce qui est vraiment en son contrôle et ce qui ne l'est pas.
Et depuis cet espace, il pouvait parler avec ce que les rhéteurs romains appelaient l'auctoritas, l'autorité naturelle qui ne se revendique jamais, mais qui émane simplement d'un être qui sait qui il est et ce qui compte vraiment. Ta voix, quand elle émane de cette citadelle intérieure, porte une fréquence émotionnelle que Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique spécialisée dans les émotions, décrirait comme une prédiction de sécurité. Son travail révolutionnaire sur la théorie de l'émotion construite démontre que notre cerveau ne réagit pas passivement aux émotions. Il les construit activement basées sur des prédictions. Quand ta voix porte cette signature de sécurité intérieure, le cerveau de ton interlocuteur prédit inconsciemment que tu es quelqu'un de fiable, de cohérent, de digne de confiance. Et ces prédictions influencent massivement comment tes mots sont reçus et interprétés. Maintenant, voici une dimension que Jung considérait comme absolument essentielle et que presque personne ne comprend vraiment dans le contexte de la persuasion vocale. Il parlait de l'ombre, cette partie de notre psyché qui contient tout ce que nous avons refoulé, tout ce que nous n'aimons pas reconnaître en nous-mêmes, nos colères cachées, nos peurs inavouées, nos désirs interdits. Et Jung insistait sur le fait que tant que nous n'avons pas fait le travail d'intégration de l'ombre, tant que nous n'avons pas reconnu et accepté ces aspects de nous-mêmes, ils continuent à nous influencer inconsciemment. Et devine comment ils se manifestent ? Dans ta voix. Quand tu parles, si tu as une ombre non intégrée, ta voix va trahir des micro-tensions, des incongruences subtiles. Par exemple, si tu as refoulé ta colère parce que tu as appris enfant qu'exprimer la colère est inacceptable, cette colère refoulée va créer des tensions dans ton larynx, des crispations dans ta mâchoire, des variations involontaires dans ton ton qui vont être perçues inconsciemment par ton interlocuteur comme de l'agressivité passive ou de l'inauthenticité. Les stoïciens, sans utiliser le terme d'ombre, pratiquaient exactement ce travail d'intégration. Marc Aurèle écrivait constamment dans ses pensées sur ses propres défauts, ses propres tentations, ses propres faiblesses. Ce n'était pas de l'autoflagellation, c'était une pratique consciente de reconnaissance et d'acceptation de toutes les dimensions de son humanité. Il se passe quelque chose dans ton cerveau à cet instant précis que tu dois comprendre si tu veux vraiment maîtriser le pouvoir de ta voix. Stanislas Dehaene, neuroscientifique cognitif français, a démontré que notre conscience fonctionne comme un projecteur d'attention. Ce que nous choisissons consciemment de mettre dans le faisceau de notre attention devient accessible à tous nos processus cognitifs supérieurs. Les stoïciens appelaient cela la prosoche, cette attention vigilante, cette présence constante à soi-même. Quand tu parles avec cette qualité d'attention, quand tu es pleinement présent à ce que tu dis, à comment tu le dis, à ton état intérieur pendant que tu le dis, ta voix change radicalement. Elle devient ce que les maîtres zen appellent la voix de l'instant présent. Il n'y a plus cette dissociation entre ton esprit qui est déjà ailleurs, qui anticipe la réaction de l'autre, et ton corps qui parle. Il y a une unité, une intégration totale, et cette intégration se transmet neurologiquement. Les neurones miroirs de ton interlocuteur détectent cette présence pleine, et leur propre attention devient plus stable, plus focalisée. Tu as créé ce que Daniel Siegel appelle la résonance interpersonnelle, cette synchronisation des états cérébraux qui est la base de toute communication profonde. Épictète enseignait quelque chose de révolutionnaire pour son époque, et qui est toujours révolutionnaire aujourd'hui. Il disait que nous ne sommes jamais perturbés par les événements eux-mêmes, mais toujours par les jugements que nous portons sur ces événements. Et cette compréhension transforme radicalement ta relation à la persuasion. Si tu as besoin de convaincre quelqu'un, si tu ressens cette pression interne de devoir absolument persuader, c'est parce que tu as placé ton bien-être, ta paix intérieure, dans quelque chose qui n'est pas en ton contrôle, à savoir la réaction de l'autre. Les stoïciens appelaient cela la tyrannie des choses extérieures. Mais quand tu as vraiment intégré la dichotomie du contrôle, quand tu as compris dans tes os que tu contrôles uniquement tes intentions, tes efforts, ton intégrité, mais jamais les résultats, alors ta voix devient libre.
Elle n'a plus cette note de supplication cachée, cette tentative désespérée de contrôler la réaction de l'autre. Elle exprime simplement ta vérité avec clarté et laisse l'autre libre de sa propre réponse. Et paradoxalement, c'est exactement cette liberté dans ta voix qui la rend la plus persuasive. Jung dirait que tu ne projectes plus tes besoins non comblés sur l'autre, tu n'attends plus de l'autre qu'il remplisse un vide intérieur. Tu communiques d'un espace de plénitude, et cette plénitude est magnétique. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce pouvoir profond de la voix authentique. Maintenant, je vais te révéler une des pratiques les plus puissantes que Marc Aurèle utilisait et que tu peux commencer à appliquer immédiatement pour transformer ta voix. Il l'appelait l'examen du soir. Chaque soir, avant de dormir, il prenait un moment pour revoir sa journée. Non pas pour se juger durement, mais pour observer avec bienveillance et lucidité comment il avait communiqué, où il avait été aligné avec ses valeurs, où il s'était laissé emporter par des réactions automatiques. Jung recommandait exactement la même pratique qu'il appelait le travail, avec les rêves et l'imagination active. Il s'agit de créer un espace conscient pour observer tes patterns inconscients. Voici comment tu peux l'appliquer spécifiquement à ta voix. Ce soir, avant de dormir, rappelle-toi d'une conversation importante de ta journée. Pas pour te critiquer, mais pour observer avec curiosité. Comment était ta voix? Était-elle tendue ou détendue, rapide ou posée? Y avait-il des moments où tu sentais une incongruence entre ce que tu ressentais et ce que tu disais? Ces observations, faites avec bienveillance, créent ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité dirigée. Tu commences à câbler de nouveaux circuits neuronaux qui augmentent ta conscience de toi-même en temps réel. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, a découvert quelque chose de profond sur ce qu'il appelle le récit de soi. Il explique que la façon dont nous nous racontons notre propre histoire influence massivement notre développement psychologique et notre capacité à surmonter les traumatismes. Et cette narration de soi se manifeste directement dans notre voix. Si tu te racontes inconsciemment une histoire de victime, de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, ta voix portera cette signature énergétique de résignation. Mais si, comme les stoïciens l'enseignaient, tu pratiques le reframing constant, si tu te racontes l'histoire d'un être humain qui possède toujours le pouvoir de choisir sa réponse intérieure à n'importe quelle situation, alors ta voix porte cette signature de puissance intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ce que Jung appellerait la voix du self, qui a intégré à la fois l'ombre et la lumière, la vulnérabilité et la force. Sénèque écrivait dans ses lettres que la vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois avec plus de sagesse. Et cette compréhension se traduit dans une voix qui peut exprimer la vulnérabilité sans faiblesse, qui peut reconnaître l'erreur sans se diminuer, qui peut demander de l'aide sans dépendance. Voici un exercice que les stoïciens pratiquaient et que tu peux utiliser immédiatement pour développer cette qualité de voix. Ils l'appelaient la vue d'en haut, la contemplation cosmique. Marc Aurèle prenait régulièrement du temps pour visualiser sa vie, ses problèmes, ses préoccupations du point de vue de l'immensité cosmique. De là-haut, ses soucis quotidiens apparaissaient dans leur juste proportion. Ce n'était pas du nihilisme, c'était une forme sophistiquée de régulation émotionnelle. Et cette perspective influence directement ta voix. Quand tu parles après avoir pratiqué cette vue d'en haut, ta voix perd cette qualité d'urgence désespérée que nous avons tous quand nous sommes complètement identifiés à nos drames personnels. Elle acquiert ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, cette capacité à rester centré même dans la tempête. Joseph Ledoux, neuroscientifique qui a cartographié les circuits de la peur dans le cerveau, a montré que l'amygdale peut être régulée par le cortex préfrontal quand nous pratiquons la réattribution cognitive, c'est-à-dire quand nous changeons consciemment la signification que nous donnons à une situation. C'est exactement ce que fait la vue d'en haut stoïcienne. Elle réattribue la signification, elle replace les choses dans une perspective plus vaste, et cette régulation descendante de l'amygdale par le cortex préfrontal se manifeste par une voix moins réactive, plus posée, plus réfléchie.
Jung avait une compréhension fascinante de ce qu'il appelait la fonction symbole de la psyché. Il disait que notre inconscient communique constamment avec nous à travers des symboles, des images, des sensations corporelles. Et ta voix est l'un des canaux privilégiés de cette communication symbolique. Quand tu ignores les signaux de ton corps, quand tu forces ta voix à dire quelque chose que ton être profond ne ressent pas, tu crées ce que Jung appellerait une névrose, une scission intérieure. Cette scission se manifeste par toutes sortes de symptômes, tension chronique de la gorge, extinction de voix fréquente, fatigue vocale. Ce ne sont pas que des problèmes physiologiques, ce sont des messages de ton inconscient qui te dit qu'il y a une incongruence à résoudre. Les stoïciens comprenaient cette sagesse du corps. Épictète enseignait qu'il faut écouter les impressions qui se présentent à toi et les examiner avant de leur donner ton assentiment. C'est une forme de pleine conscience avant la lettre. Quand tu ressens une contraction dans ta gorge avant de parler, au lieu de l'ignorer et de forcer les mots à sortir, tu peux prendre un micro-instant pour te demander « Qu'est-ce que cette sensation essaie de me dire ? Suis-je en train de dire quelque chose qui n'est pas aligné avec ma vérité ? Suis-je en train d'essayer de plaire plutôt que d'être authentique ?» Cette micro-pause de conscience, ce moment de prosoche stoïcienne, peut transformer radicalement la qualité de ta communication. Voici ce que les recherches de Daniel Siegel sur la neurobiologie interpersonnelle révèlent et qui valident totalement l'approche stoïcienne et jungienne. Il a démontré que nos cerveaux sont essentiellement des organes sociaux. Nous ne développons notre capacité de régulation émotionnelle qu'à travers des interactions avec d'autres cerveaux, surtout dans l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'expression émotionnelle était réprimée ou invalidée, ton cerveau a développé des circuits de régulation dysfonctionnels. Et ces circuits influencent directement ta voix. Mais voici la bonne nouvelle que les neurosciences nous donnent. Le cerveau est neuroplastique toute la vie. Tu peux recabler ces circuits. Comment ? Exactement par les pratiques que les stoïciens et Jung recommandaient. La pratique quotidienne de l'observation bienveillante de soi, l'exercice régulier de l'expression authentique même quand c'est inconfortable, l'engagement dans des relations où tu es vu et accepté dans ta totalité. Chaque fois que tu choisis consciemment d'exprimer ta vérité avec ta voix, même si elle tremble, même si elle est imparfaite, tu renforces les circuits neuronaux de l'authenticité. Marc Aurèle écrivait qu'il faut pratiquer la vertu, non pas occasionnellement mais constamment, car c'est par la répétition que se forge le caractère. Et ton caractère, ton self intégré, se manifeste à chaque instant dans ta voix. Stanislas Dehaene a aussi découvert quelque chose de crucial sur ce qu'il appelle l'espace de travail global de la conscience. C'est un réseau de régions cérébrales qui, quand elles sont activées ensemble, créent ce que nous expérimentons comme la conscience. Et voici ce qui est fascinant. Ce réseau ne s'active pleinement que quand nous portons une attention consciente à quelque chose. Les stoïciens avaient découvert ce principe il y a 2000 ans. Ils insistaient sur la nécessité de la vigilance constante, de l'attention au moment présent. Quand tu parles avec cette qualité d'attention pleine, ton espace de travail global est complètement activé. Tu as accès à toutes tes ressources cognitives, émotionnelles, linguistiques. Ta voix devient l'expression d'un être pleinement présent, pleinement conscient. Et cette présence se transmet. L'autre sent inconsciemment qu'il a toute ton attention, que tu n'es pas dans ta tête, en train de préparer ta prochaine phrase pendant qu'il parle. Cette qualité de présence crée ce que Martin Buber, philosophe existentialiste, appelait la relation « je-tu » plutôt que « je-ça ». Tu n'es plus en train de manipuler un objet pour obtenir un résultat, tu es en relation authentique avec un autre sujet conscient. Et cette relation crée une ouverture, une réceptivité qui est le terreau fertile de la véritable persuasion. Jung parlait souvent de ce qu'il appelait la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois du hasard. Et il suggérait que la synchronicité augmente quand nous sommes alignés avec notre self profond, quand nous vivons depuis notre centre psychologique. Je te propose que la persuasion authentique est une forme de synchronicité
interpersonnel. Quand tu parles depuis ton centre, depuis cet espace d'intégration, tu crées les conditions pour que l'autre personne soit également ramenée vers son propre centre. C'est ce que les stoïciens appelaient le logos, qui appelle le logos. Ta raison alignée avec la nature appelle la raison de l'autre à s'aligner également. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une forme d'élévation mutuelle. Sénèque disait que converser avec un sage te rend meilleur simplement par exposition. Ce n'est pas que le sage essaie de te convaincre, c'est que son état intérieur crée un champ d'influence qui t'invite naturellement vers une version plus haute de toi-même. Et c'est exactement ce que fait une voix qui émane d'un self intégré. Elle ne force rien, elle n'impose rien, elle invite simplement par sa seule qualité d'être. Richard Davidson a mené des études fascinantes sur des méditants expérimentés, particulièrement des moines bouddhistes qui ont pratiqué la méditation de compassion pendant des décennies. Il a découvert qu'ils montrent des patterns d'activation cérébrale complètement différents de la population générale. Particulièrement, ils ont une activation beaucoup plus forte dans les régions associées à l'empathie et à la régulation émotionnelle, et une activation beaucoup plus faible dans les régions associées à l'anxiété et à la rumination. Et devine quoi? Ces patterns neurologiques se manifestent directement dans leur voix. Leur voix porte une qualité de chaleur, de présence, de stabilité, qui est immédiatement perceptible. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation qu'ils appelaient la contemplation de la nature. Marc Aurèle passait du temps régulièrement à simplement observer le flux des événements naturels, les cycles des saisons, le mouvement des étoiles. Cette pratique cultivait en lui ce qu'il appelait la vision synoptique, la capacité à voir les patterns, les connexions, l'ordre sous-jacent. Et cette vision se traduisait dans une communication qui avait une qualité de sagesse, de perspective, de profondeur. Sa voix ne portait pas l'urgence névrotique de quelqu'un qui est complètement identifié à l'instant présent et à ses drames. Elle portait la sérénité de quelqu'un qui voit l'instant présent comme un moment dans un flux plus vaste. Maintenant, je vais te partager quelque chose que Jung considérait comme l'un des mécanismes psychologiques les plus importants et les plus méconnus. Il l'appelait la projection. Nous projetons constamment nos contenus inconscients sur les autres. Si j'ai refoulé ma propre créativité, je vais soit idéaliser les personnes créatives, soit les dénigrer. Si j'ai refoulé mon agressivité, je vais voir de l'agressivité partout chez les autres. Et ces projections influencent massivement comment nous communiquons et comment nous sommes perçus. Quand tu parles, si tu projettes inconsciemment sur ton interlocuteur, si tu lui attribues des intentions, des jugements, des réactions qui sont en fait tes propres contenus inconscients, ta voix va porter cette distorsion. Elle va être défensive alors que personne ne t'attaque, ou agressive alors que personne ne te menace. Les stoïciens pratiquaient constamment ce qu'on pourrait appeler le retrait des projections. Marc Aurèle s'exerçait à voir les choses telles qu'elles sont réellement, débarrassé de ses jugements et de ses interprétations. Il écrivait « Un concombre est amer, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, évite-les. C'est suffisant. Ne demande pas pourquoi de telles choses existent dans le monde. » Cette discipline de voir les choses sans projection crée une voix qui est ancrée dans la réalité plutôt que dans les fantasmes inconscients. Une voix qui peut dire la vérité sans dramatisation, qui peut exprimer un désaccord sans attaque personnelle, qui peut demander ce dont elle a besoin sans manipulation. Lisa Feldman Barrett a révolutionné notre compréhension des émotions avec sa théorie de l'émotion construite. Elle démontre que nos émotions ne sont pas des réactions automatiques à des stimulus extérieurs, mais des prédictions que notre cerveau construit basées sur nos expériences passées et notre contexte actuel. Et ces prédictions influencent massivement comment nous interprétons les situations et comment nous y répondons. Voici ce qui est puissant. Tu peux consciemment influencer ces prédictions. Quand tu pratiques les exercices stoïciens de reframing, quand tu travailles activement à intégrer ton ombre jungienne, tu changes littéralement les modèles prédictifs de ton cerveau.
Et ces nouveaux modèles se manifestent dans ta voix. Imagine que tu dois avoir une conversation difficile. Si ton cerveau prédit inconsciemment que cette conversation va être un conflit dangereux, ton système nerveux va s'activer en mode défense. Ta voix va porter cette tension. Mais si tu as pratiqué la préméditatio malorum, si tu as déjà accueilli tous les scénarios possibles avec équanimité stoïcienne, ton cerveau prédit une situation challengeante mais gérable. Ton système nerveux reste dans ce que Porges appelle l'engagement social, et ta voix reste ouverte, curieuse, flexible. Épictète avait un enseignement radical qui transforme complètement la dynamique de la persuasion. Il disait que nous ne devons jamais essayer de changer les autres, seulement nous-mêmes. Au premier abord, cela semble contradictoire avec l'idée de persuasion. Mais c'est en fait la clé de la persuasion authentique. Quand tu lâches complètement l'attachement au fait de changer l'autre, quand tu acceptes pleinement qu'il est libre de sa propre réponse, quelque chose de magique se produit. Tu n'es plus dans l'énergie de la manipulation, tu es dans l'énergie du partage. Ta voix perd cette qualité de pression, de coercition subtile. Elle devient une offre plutôt qu'une demande. Et paradoxalement, c'est exactement cette absence de pression qui rend les gens réceptifs. Jung expliquait ce même principe différemment. Il disait que nous ne pouvons jamais guérir quelqu'un d'autre. Nous pouvons seulement créer les conditions dans lesquelles la psyché de l'autre peut s'auto-guérir. Et c'est exactement le rôle de ta voix dans la persuasion authentique. Elle ne force pas un changement, elle crée un espace de possibilités dans lequel l'autre peut choisir librement son propre changement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es exactement le type de personne qui mérite cette sagesse profonde. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune des pratiques que je partage chaque semaine. Matthew Lieberman a découvert quelque chose de fascinant sur ce qu'il appelle le cerveau social. Il a démontré que nous avons deux réseaux neuronaux qui fonctionnent en alternance. Le réseau par défaut, qui s'active quand nous pensons à nous-mêmes, à nos objectifs, à notre planification, et le réseau social, qui s'active quand nous pensons aux autres, à leurs états mentaux, à leurs perspectives. Et voici ce qui est crucial. Ces deux réseaux ne peuvent pas être pleinement actifs en même temps. Quand tu es complètement dans ta tête en train de penser à ce que tu vas dire, à comment tu vas être perçu, ton réseau social est désactivé. Tu n'es plus vraiment en contact avec l'autre. Ta voix porte cette qualité d'autocentrage. Mais quand tu as fait le travail stoïcien de lâcher l'attachement à l'image, quand tu as intégré l'enseignement d'Épictète que ton opinion sur toi-même n'est pas en ton contrôle, tu peux basculer pleinement dans le réseau social. Tu es complètement présent à l'autre, curieux de sa perspective, ouvert à sa réalité, et ta voix porte cette qualité de véritable intérêt, de présence authentique. C'est cette voix-là qui persuade véritablement, parce qu'elle crée une connexion réelle plutôt qu'une performance. Marc Aurèle écrivait quelque chose de profond sur la nature de la communication. Il disait que quand tu communiques, tu devrais toujours te demander « Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est nécessaire ?» Ces trois questions sont un filtre extraordinaire. Et quand ta communication passe ce triple filtre, ta voix acquiert une autorité naturelle. Ce n'est pas l'autorité de celui qui impose, c'est l'autorité de celui qui incarne. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus de devenir qui tu es vraiment, pas qui tu penses devoir être, pas qui les autres veulent que tu sois, mais qui tu es dans ton essence la plus profonde. Et cette essence s'exprime à travers ta voix, quand tu as enlevé toutes les couches de conditionnement, toutes les personas artificielles, toutes les défenses caractérielles. Ce que reste, c'est une voix qui est simplement vraie. Et la vérité a un pouvoir persuasif qui ne nécessite aucune technique, parce qu'elle résonne directement avec le détecteur de vérité que chaque être humain possède dans son inconscient. Boris Cyrulnik parle de la résilience, comme de la capacité à transformer la blessure en force, le traumatisme en sagesse. Et cette transformation se manifeste dans la voix. Une voix qui a traversé la souffrance et l'a intégrée porte une profondeur, une gravité, une présence que n'aura jamais une voix qui n'a connu que la surface de la vie.
Les stoïciens célébraient ce qu'ils appelaient l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation profonde, et même l'embrassement de tout ce qui nous arrive, y compris et surtout les difficultés. Sénèque écrivait que les difficultés sont les exercices que la nature nous donne pour développer notre force. Quand tu as vraiment intégré cette perspective, quand tu peux parler de tes épreuves, non pas comme une victime qui se plaint, mais comme un guerrier qui partage ses campagnes, ta voix porte une autorité indiscutable. Elle dit « J'ai été dans les profondeurs et j'en suis revenu avec des trésors ». Jung appelait cela le voyage du héros, ce pattern archétypal où le héros doit descendre dans le monde souterrain, affronter ses démons et revenir transformé avec un élixir qui peut guérir la communauté. Ta voix, quand elle porte cette signature archétypale, active des résonances profondes dans l'inconscient collectif de ceux qui t'écoutent. Voici maintenant une pratique concrète que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui va transformer radicalement ta voix et ta capacité de persuasion. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, Sénèque se posait 3 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je omis de faire? Je t'invite à adapter cette pratique spécifiquement pour ta communication. Chaque soir, demande-toi, dans quel moment ma voix était-elle alignée avec ma vérité? Dans quel moment ai-je senti une incongruence? Dans quel moment ai-je évité de dire ce qui devait être dit? Pas pour te juger, mais pour observer. Jung insistait sur le fait que la conscience est thérapeutique en soi. Simplement, en devenant conscient d'un pattern inconscient, tu commences déjà à le transformer. Cette pratique quotidienne crée progressivement ce que les neurosciences appellent l'insight métacognitif. Tu développes la capacité à observer tes propres processus mentaux et émotionnels en temps réel. Et cette capacité te donne un pouvoir extraordinaire. Tu peux choisir consciemment comment tu veux utiliser ta voix plutôt que de réagir automatiquement depuis tes conditionnements inconscients. Joseph Ledoux a découvert quelque chose de crucial sur l'amygdale, cette région du cerveau qui traite les émotions, particulièrement la peur. Il a montré qu'il existe 2 voies neurologiques. La voie basse, rapide mais imprécise, qui va directement des sens à l'amygdale et déclenche une réaction émotionnelle immédiate. Et la voie haute, plus lente mais plus précise, qui passe par le cortex et permet une évaluation plus nuancée de la situation. La plupart des gens, dans leurs interactions sociales, fonctionnent principalement avec la voix basse. Quelqu'un dit quelque chose, leur amygdale réagit immédiatement et ils parlent depuis cette réactivité émotionnelle. Leur voix porte la signature de cette réactivité, défensive, agressive ou soumise. Mais quand tu pratiques la discipline stoïcienne, quand tu t'exerces constamment à la prosoche, cette attention vigilante, tu renforces la voix haute. Tu crées un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace réside ta liberté, comme Viktor Frankl l'a si bien dit. Ta voix, quand elle émane de cet espace de liberté plutôt que de la réactivité automatique, porte une qualité complètement différente. Elle est posée, réfléchie, intentionnelle. Elle peut exprimer des émotions fortes sans être submergée par elles. Elle peut dire non sans agressivité et oui sans soumission. Stanislas Dehaene parle de ce qu'il appelle la signature de la conscience, cette activation particulière du réseau cérébral qui indique qu'un contenu mental a atteint la conscience plutôt que de rester subliminal. Et voici ce qui est fascinant. Cette signature de la conscience peut être détectée dans la voix. Quand tu parles de quelque chose que tu comprends vraiment, que tu as vraiment digéré consciemment, ta voix a une qualité de certitude tranquille. Ce n'est pas l'arrogance de celui qui prétend savoir, c'est la simplicité de celui qui sait vraiment. Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre l'opinion et la connaissance vraie. L'opinion, c'est ce que tu as entendu dire, ce que tu as lu mais pas vraiment testé, pas vraiment intégré. La connaissance vraie, c'est ce que tu as expérimenté directement, ce que tu as vérifié par ta propre pratique.
Marc Aurèle insistait sur le fait qu'il ne fallait jamais parler de ce qu'on n'a pas vérifié soi-même. Et quand tu suis ce principe, quand tu parles uniquement depuis ta propre expérience vérifiée, ta voix acquiert une autorité qui ne peut pas être fabriquée. C'est l'autorité de celui qui sait parce qu'il a voyagé le territoire lui-même. Jung avait une compréhension profonde de ce qu'il appelait les complexes, ces nœuds émotionnels dans notre psyché qui se déclenchent automatiquement dans certaines situations. Par exemple, tu peux avoir un complexe paternel qui fait que chaque fois que tu es face à une figure d'autorité, tu régresses inconsciemment dans une attitude enfantine, soit de rébellion, soit de soumission excessive. Et ces complexes se manifestent directement dans ta voix. Ta voix peut littéralement changer de tonalité, devenir plus aiguë, plus faible, plus hésitante quand un complexe est activé. Le travail d'intégration jungien consiste à identifier ces complexes, à comprendre leurs origines et progressivement à les désamorcer. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire qu'ils appelaient le détachement des choses extérieures. Ils s'exerçaient constamment à ne pas être perturbés par les événements, les opinions des autres, les symboles de statut. Cette pratique désactive progressivement les complexes parce qu'elle enlève le carburant émotionnel qui les alimente. Quand tu as fait ce travail, quand tu peux parler face à un PDG avec la même authenticité que face à un ami proche, quand ta voix reste stable et centrée quelle que soit la situation, tu as atteint ce que les stoïciens appelaient l'ataraxia, cette sérénité imperturbable. Daniel Siegel parle de ce qu'il appelle la fenêtre de tolérance, cette zone optimale d'activation émotionnelle, où nous pouvons fonctionner avec toutes nos capacités. Quand nous sommes en dessous de cette fenêtre, nous sommes dans l'hypoactivation, l'engourdissement, la dissociation. Quand nous sommes au-dessus, nous sommes dans l'hyperactivation, l'anxiété, la panique. Et notre voix reflète exactement où nous sommes par rapport à cette fenêtre. Une voix hyperactivée est rapide, tendue, aiguë. Une voix hypoactivée est monotone, sans énergie, plate. Une voix dans la fenêtre de tolérance est vivante, variée, engagée. Les pratiques stoïciennes et jungiennes élargissent progressivement cette fenêtre de tolérance. Quand tu pratiques la premeditatio malorum, quand tu t'exposes mentalement à des situations challengeantes avec acceptation, tu entraînes ton système nerveux à rester dans sa zone optimale, même face à des stress importants. Quand tu pratiques l'intégration de l'ombre, quand tu accueilles tes propres émotions difficiles, plutôt que de les réprimer, tu augmentes ta capacité à tolérer l'intensité émotionnelle sans être déstabilisé. Et cette capacité élargie se manifeste dans une voix qui peut exprimer toute la gamme des émotions humaines avec authenticité sans jamais perdre son ancrage dans le centre. Écris en commentaire quelle pratique tu vas appliquer dès aujourd'hui pour commencer à transformer ta voix et ta capacité de persuasion. Ta transformation commence maintenant, à cet instant précis où tu choisis consciemment de ne plus laisser ta voix être le jouet de tes conditionnements inconscients, mais de la faire devenir l'expression authentique de ton self, le plus intégré. Les stoïciens nous enseignent que nous possédons toujours le pouvoir de choisir notre réponse intérieure. Jung nous enseigne que le travail d'intégration de tous les aspects de notre psyché est le voyage le plus noble que nous puissions entreprendre. Les neurosciences nous confirment que notre cerveau est plastique, qu'il peut se transformer à tout âge, que nous pouvons câbler de nouveaux circuits qui supportent notre évolution. Richard Davidson a mené des recherches extraordinaires sur la neuroplasticité induite par la pratique contemplative. Il a suivi des personnes qui ont commencé une pratique régulière de méditation et a scanné leur cerveau avant, pendant et après des périodes de pratique intensive. Les résultats sont stupéfiants. En seulement 8 semaines de pratique quotidienne, les participants montraient déjà des changements mesurables dans l'épaisseur corticale de régions associées à l'attention, à la régulation émotionnelle et à l'empathie. Imagine ce que cela signifie pour ta voix. Chaque fois que tu pratiques consciemment l'attention au moment présent pendant que tu parles, chaque fois que tu choisis de t'exprimer authentiquement malgré la peur, chaque fois que tu observes tes patterns réactifs sans les juger,
Tu sculptes littéralement ton cerveau. Tu renforces les circuits neuronaux qui supportent une communication intégrée, authentique, puissante. Marc Aurèle comprenait ce principe sans connaître les neurosciences. Il écrivait que nous devenons ce que nous faisons constamment, que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Et cette habitude se construit synapse par synapse, répétition par répétition, choix conscient par choix conscient. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur la persuasion et que Jung considérait comme absolument central. Il parlait de ce qu'il appelait la fonction inférieure, cette fonction psychologique que nous avons le moins développée et qui reste largement inconsciente. Pour quelqu'un dont la fonction dominante est la pensée rationnelle, la fonction inférieure pourrait être le sentiment. Pour quelqu'un dont la fonction dominante est l'intuition, la fonction inférieure pourrait être la sensation. Et voici ce qui est fascinant. Notre fonction inférieure, précisément parce qu'elle est inconsciente, a un pouvoir énorme. Quand nous accédons à elle, même maladroitement, nous touchons quelque chose de profondément authentique en nous. Et cette authenticité se transmet dans notre voix. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire à travers leur insistance sur la vertu de l'humilité. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il était mortel, qu'il pouvait se tromper, qu'il avait des limites. Cette reconnaissance honnête de nos limites, loin d'affaiblir notre voix, lui donne en fait une profondeur et une crédibilité que n'aura jamais une voix qui prétend tout savoir. Quand tu peux dire avec ta voix « Je ne sais pas, mais je suis curieux de découvrir où j'ai fait cette erreur et voici ce que j'ai appris », tu actives quelque chose de profond chez ton interlocuteur. Tu lui donnes la permission d'être humain aussi, d'être imparfait, d'être en chemin. Lisa Feldman Barrett a découvert quelque chose de révolutionnaire sur ce qu'elle appelle la granularité émotionnelle. C'est la capacité à faire des distinctions fines entre différentes émotions. La plupart des gens ont une granularité émotionnelle faible. Ils ressentent quelque chose de désagréable et l'étiquettent simplement comme « je me sens mal » ou quelque chose d'agréable et l'étiquettent comme « je me sens bien ». Mais les personnes avec une haute granularité émotionnelle peuvent distinguer entre la frustration et la déception, entre l'anxiété et l'inquiétude, entre la joie et la satisfaction. Et cette capacité a des conséquences énormes pour la régulation émotionnelle et la communication. Quand tu peux nommer précisément ce que tu ressens, ton cortex préfrontal s'active et aide à réguler l'amygdale. Les stoïciens pratiquaient exactement cela. Ils avaient un vocabulaire sophistiqué pour les nuances émotionnelles et ils s'exerçaient constamment à identifier précisément leurs états intérieurs. Sénèque faisait des distinctions subtiles entre la colère, l'irritation, l'indignation, le ressentiment. Et cette précision se manifestait dans sa capacité à communiquer avec clarté et impact. Jung également insistait sur l'importance de nommer nos expériences intérieures. Il disait que ce qui n'est pas conscient se manifeste dans nos vies comme destin, mais ce qui devient conscient peut être transformé. Ta voix, quand elle émane d'une conscience émotionnelle granulaire, peut exprimer des vérités nuancées, des distinctions subtiles, des compréhensions profondes que fascinent et captivent ceux qui t'écoutent. Voici maintenant une dimension absolument cruciale que les stoïciens maîtrisaient et que les neurosciences valident complètement. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a identifié 3 états du système nerveux autonome. L'état ventral vagal, où nous sommes calmes, socialement engagés, capables de connexion authentique. L'état sympathique, où nous sommes en mode combat ou fuite, mobilisés pour l'action. Et l'état dorsal vagal, où nous sommes en mode freeze, figé, dissocié. Et voici ce qui est puissant. Ta voix change radicalement selon l'état dans lequel tu te trouves. En état ventral vagal, ta voix a de la prosodie, de la musicalité, de la variabilité. Elle invite naturellement à la connexion. En état sympathique, ta voix devient plus rapide, plus tendue, plus forte. Elle signale le danger. En état dorsal vagal, ta voix devient monotone, plate, sans énergie. Elle signale la résignation. Les stoïciens avaient développé des pratiques sophistiquées pour maintenir ce que nous appellerions maintenant l'état ventral vagal.
la contemplation de la nature, la gratitude quotidienne, la pratique de la bienveillance, l'acceptation active de ce qui est. Toutes ces pratiques régulent le système nerveux vers cet état de sécurité et de connexion. Et depuis cet état, ta voix devient naturellement persuasive parce qu'elle ne déclenche pas les mécanismes de défense de ton interlocuteur. Elle signale inconsciemment « Tu es en sécurité avec moi. Je ne suis pas une menace. Nous pouvons explorer ensemble. » Antonio Damasio a écrit quelque chose de profond sur ce qu'il appelle les marqueurs somatiques. Ce sont des sensations corporelles qui accompagnent nos décisions et nos jugements, souvent en dessous du seuil de la conscience. Quand nous devons prendre une décision, notre corps réagit avec des signaux subtils, une tension dans la poitrine, un creux dans l'estomac, une chaleur dans le visage. Et ces signaux influencent massivement nos choix. Les personnes qui ont des lésions dans les régions du cerveau qui traitent ces marqueurs somatiques prennent des décisions désastreuses, même si leur intelligence rationnelle est intacte. Ils ne peuvent plus sentir ce qui est bon pour eux. Et voici le lien avec la voix persuasive. Quand tu parles, ton interlocuteur ne fait pas qu'écouter tes mots avec son cortex. Il ressent des marqueurs somatiques en réponse à ta voix. Si ta voix active des marqueurs somatiques positifs, sensation de sécurité, de confiance, d'ouverture, ton message sera reçu favorablement. Si elle active des marqueurs somatiques négatifs, sensation de danger, de manipulation, d'inconfort, ton message sera rejeté, peu importe sa logique rationnelle. Les stoïciens comprenaient intuitivement cela. Épictète enseignait qu'il faut prêter attention non seulement aux paroles, mais à l'intention qui les anime. Et cette intention se communique directement au niveau somatique à travers les micro-expressions, le ton vocal, le rythme respiratoire. Quand ton intention est pure, quand tu veux vraiment le bien de ton interlocuteur et pas seulement obtenir quelque chose de lui, cette pureté d'intention se communique somatiquement et active des marqueurs positifs. Jung parlait souvent de l'importance des rituels dans le processus d'individuation. Un rituel n'est pas une simple routine. C'est un acte chargé de signification symbolique qui crée un pont entre le conscient et l'inconscient. Et je te propose que développer une pratique quotidienne autour de ta voix peut devenir un rituel puissant d'intégration. Voici une pratique concrète que tu peux commencer dès demain matin. Avant de parler à qui que ce soit, prends 5 minutes dans le silence. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et commence simplement à écouter le son de ta propre respiration. Pas pour la changer, juste pour l'observer. Puis, commence à produire un son. N'importe quel son, peut-être un simple « ou « ah ». Sens la vibration de ce son dans ton corps. Sens comment il résonne dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta tête. Joue avec différentes tonalités, différentes intensités. Ce n'est pas une performance, c'est une exploration. Tu te reconnectes à ta voix, comme instrument physique, comme émanation de ton être. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la retraite intérieure chaque matin avant d'affronter les défis de la journée. Il se rappelait qui il était. Quelles étaient ses valeurs? Quelle était sa mission? Cette pratique matinale créait un ancrage à partir duquel il pouvait naviguer le chaos de la vie politique romaine sans perdre son centre. Ta pratique vocale matinale peut devenir ton équivalent personnel de cette retraite intérieure. Stanislas Dehaene a découvert quelque chose de fascinant sur le rôle de l'attention dans la conscience. Il a montré que l'information peut être traitée par notre cerveau à différents niveaux. Au niveau subliminal, où elle influence notre comportement sans jamais atteindre la conscience. Au niveau préconscient, où elle est momentanément accessible mais rapidement oubliée. Et au niveau conscient, où elle devient pleinement disponible pour nos processus cognitifs supérieurs et peut être maintenue dans la mémoire de travail. Et voici ce qui est crucial. Ce qui détermine à quel niveau une information sera traitée, c'est principalement l'attention que nous lui portons. Quand tu portes une attention pleine à ta voix, quand tu es conscient en temps réel de comment tu parles, de ce que tu ressens pendant que tu parles, de l'impact de tes mots sur ton interlocuteur, tu amènes toute cette richesse d'informations au niveau conscient.
Et depuis ce niveau conscient, tu peux faire des ajustements subtils, des modulations fines qui transforment une communication ordinaire en une expérience extraordinaire. Les stoïciens appelaient cette qualité d'attention la prosoche, et ils la considéraient comme la pratique fondamentale de toute philosophie de vie. Être présent à ce qui est, maintenant, pleinement. Et cette présence transforme littéralement tout, y compris et surtout ta voix. Jung avait une compréhension profonde de ce qu'il appelait les rêves éveillés, ces moments où l'inconscient communique directement avec le conscient à travers des images, des sensations, des intuitions. Et il encourageait ses patients à créer un dialogue actif avec ces contenus inconscients. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire à travers leurs exercices de visualisation. Marc Aurèle s'exerçait à imaginer les obstacles qu'il pourrait rencontrer et à se voir les gérer avec sagesse et équanimité. Mais je te propose d'aller plus loin. Je te propose de créer un dialogue imaginaire avec ta propre voix. Cela peut sembler étrange, mais c'est une pratique jungienne classique d'imagination active. Dans un moment tranquille, imagine que ta voix est une entité séparée, un aspect de ton psyché avec qui tu peux converser. Demande-lui: que veux-tu me dire? Qu'est-ce que tu as besoin que je comprenne? Quelle blessure portes-tu que je n'ai pas encore guérie? Quelle force possèdes-tu que je n'ai pas encore reconnue? Et écoute ce qui émerge. Ce ne sera pas une voix littérale que tu entendras, ce seront des impressions, des sensations, peut-être des images, mais ces communications de ton inconscient peuvent te révéler des dimensions de ta voix que tu n'as jamais explorées consciemment. Peut-être découvriras-tu que ta voix porte encore la peur d'un traumatisme ancien ou qu'elle possède une puissance que tu as toujours bridée par conditionnement social. Cette exploration intérieure est le véritable travail de transformation. Matthew Lieberman a aussi découvert quelque chose de remarquable sur ce qu'il appelle l'effet de labellisation affective. Quand nous nommons verbalement une émotion que nous ressentons, l'activation de l'amygdale diminue et l'activation du cortex préfrontal augmente. Simplement dire à haute voix « je me sens anxieux » réduit l'anxiété. Dire « je me sens en colère » réduit la colère. Ce mécanisme neurologique valide complètement la pratique stoïcienne du jugement précis. Sénèque enseignait qu'il faut toujours examiner avec précision nos émotions, les nommer correctement, comprendre leurs causes réelles plutôt que leurs causes apparentes. Et cette pratique n'est pas qu'intellectuelle, elle a des effets neurologiques directs. Quand tu développes la capacité de nommer précisément tes états intérieurs pendant que tu communiques, tu gagnes un pouvoir extraordinaire de régulation. Tu peux sentir la colère monter, et en la nommant intérieurement avec précision, créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Dans cet espace, tu peux choisir comment tu veux que ta voix exprime ce que tu ressens. Tu n'es plus une marionnette de tes émotions, tu deviens le maître conscient de leur expression. Voici maintenant quelque chose que les stoïciens pratiquaient, et qui est d'une puissance redoutable pour développer une voix authentiquement persuasive. Ils appelaient cela l'exercice des 3 filtres, bien que différentes traditions l'aient attribué à différents philosophes. Avant de parler, demande-toi toujours 3 choses. Premièrement, ce que je vais dire, est-il vrai? Ai-je vérifié les faits? Suis-je sûr de mes informations? Ou est-ce que je répète simplement une opinion, un oui-dire, un jugement non examiné? Deuxièmement, ce que je vais dire, est-il nécessaire? Va-t-il réellement contribuer à la situation? Ou est-ce que je parle simplement pour remplir le silence, pour attirer l'attention sur moi, pour prouver quelque chose? Troisièmement, ce que je vais dire, est-il bienveillant? Va-t-il élever la conversation? Va-t-il nourrir ou blesser? Est-ce que je parle depuis un désir de connexion ou depuis un désir de domination? Ces 3 filtres sont incroyablement exigeants. Si tu les appliques vraiment, tu parleras beaucoup moins. Mais les mots que tu prononceras porteront un poids, une gravité, une autorité qui ne peut pas être fabriquée. Jung dirait que tu parles depuis ton self intégré plutôt que depuis tes complexes inconscients. Les neurosciences diraient que tu actives ton cortex préfrontal plutôt que de réagir depuis ton amygdale.
Et le résultat est une voix qui persuade non pas par la quantité de mots, mais par leur qualité essentielle. Boris Cyrulnik a écrit quelque chose de profond sur ce qu'il appelle les tuteurs de résilience. Ce sont les personnes, les expériences, les ressources qui nous aident à transformer nos traumatismes en force. Et je te propose que ta pratique de développement vocal peut devenir un tuteur de résilience en soi. Chaque fois que tu choisis consciemment de parler authentiquement malgré la peur du jugement, tu guéris un peu de la blessure qui te faisait taire. Chaque fois que tu exprimes une émotion difficile avec ta voix, sans l'exagérer ni la minimiser, tu intègres un peu plus ton ombre jungienne. Chaque fois que tu maintiens ton ancrage intérieur même face à la critique ou au rejet, tu renforces ta citadelle stoïcienne. Et progressivement, conversation après conversation, pratique après pratique, ta voix devient l'expression vivante de ta résilience. Elle porte la signature de quelqu'un qui a traversé des épreuves et les a transformées en sagesse. Et cette signature a un pouvoir persuasif extraordinaire parce qu'elle active dans l'inconscient collectif l'archétype du sage blessé, du guérisseur qui peut guider les autres précisément parce qu'il a lui-même voyagé à travers les ténèbres. Richard Davidson parle de ce qu'il appelle les 4 constituants du bien-être émotionnel, qui sont tous associés à des patterns neuronaux spécifiques. La résilience, la capacité à récupérer rapidement d'adversité. L'outlook positif, la capacité à maintenir une perspective optimiste. L'attention, la capacité à se concentrer et à éviter les distractions. Et la générosité, la capacité à ressentir et à exprimer de la compassion. Et voici ce qui est fascinant. Ces 4 constituants peuvent tous être développés par la pratique contemplative, et ils se manifestent tous dans ta voix. Une voix résiliente rebondit rapidement. Après une perturbation, elle ne reste pas bloquée dans la défensive ou l'apitoiement. Une voix avec un outlook positif porte une qualité d'espoir et de possibilité même quand elle parle de difficultés. Une voix attentive et présente. Elle ne court pas devant elle-même, ni ne traîne derrière. Une voix généreuse offre sans attendre de retour. Elle donne sa vérité comme un cadeau plutôt que comme une arme. Les stoïciens cultivaient exactement ces qualités. Marc Aurèle pratiquait la résilience en acceptant chaque obstacle comme une opportunité d'exercer sa vertu. Il pratiquait l'outlook positif, en se rappelant constamment la beauté et l'ordre du cosmos. Il pratiquait l'attention à travers sa discipline de présence constante. Il pratiquait la générosité en considérant tous les êtres humains comme ses frères et sœurs dans la raison universelle. Ta voix est le pont entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Quand ce pont est solide, authentique, congruent, il devient un instrument de transformation non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont le privilège de t'entendre. Ce n'est pas une question de technique superficielle de communication. C'est une question de devenir un être humain plus intégré, plus conscient, plus aligné. Et depuis cet espace d'intégration, ta voix devient naturellement ce qu'elle est destinée à être, un instrument de vérité, de beauté et de transformation. Les stoïciens nous ont laissé un héritage inestimable de pratiques pour cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Jung nous a donné une carte du territoire intérieur de la psyché avec toutes ses richesses cachées et ses dangers potentiels. Les neurosciences nous confirment que notre cerveau peut se transformer, que nous pouvons nous libérer de nos conditionnements, que nous pouvons devenir les architectes conscients de notre propre évolution. Et tout cela se manifeste, s'exprime, se communique à travers ta voix. Alors, commence aujourd'hui. Commence par 5 minutes de silence conscient, où tu écoutes simplement ta respiration. Commence par observer avec bienveillance comment tu parles durant une seule conversation. Commence par poser les 3 filtres avant de prononcer des paroles importantes. Ces petits actes, répétés quotidiennement, vont progressivement sculpter ton cerveau, intégrer ta psyché et transformer ta voix en un instrument de pouvoir authentique. Non pas le pouvoir de dominer les autres, mais le pouvoir de les toucher profondément, de les inspirer véritablement, de créer avec eux une résonance qui élève tout le monde.
C'est cela, la véritable persuasion. C'est cela, l'art de dominer l'esprit à travers la voix, non pas par la manipulation, mais par l'intégrité. Non pas par les techniques, mais par la présence. Non pas par l'artifice, mais par l'authenticité. Ta voix attend simplement que tu deviennes qui tu es vraiment pour révéler toute sa puissance.